Alors, je vais faire le test en même temps. Et une leçon est là. Et voilà. Bonjour à tous et bienvenue dans ce ciné-débat sans ciné sur le film documentaire « Le zombie est-il un bon modèle de recherche en neurosciences ?» Un film documentaire qui est produit par la Nef des Sciences dans le cadre de l'opération Science on tourne, en partenariat avec la région Grand Est, avec le Neuropôle de Strasbourg. J'enlève mon casque parce que je m'entends deux fois. Le Neuropôle de Strasbourg, je disais, avec le Jardin des Sciences et la Faculté des Sciences de l'Université de Strasbourg, et enfin Neurex et le programme Interreg. Alors nous sommes ici en compagnie de 4 protagonistes du film documentaire. Je vous les montre. Miracle de la technologie. 4 spécialistes du zombie. Mais malheureusement, pas de zombies aujourd'hui parce que nous ne sommes pas dans les locaux de l'Institut de zombiologie internationale. Et donc, c'était difficile, comme les zombies ne sont pas considérés comme des animaux de compagnie. On n'allait pas risquer une amende forfaitaire de 138 €. Mais 4 chercheurs en zombiologie, complètement capables de répondre à vos questions ce soir. Je vous les présente rapidement. Le professeur Pierre Vénante est zombiophysiologiste. Il pourra nous parler très précisément de thématiques telles que la motricité, la douleur, ou encore l'agressivité. Bonjour Pierre. Bonjour. Le docteur Jorge Mendoza s'intéresse au rythme biologique, ainsi qu'à la prise alimentaire et aux phénomènes d'addiction. Bonjour Jorge. Bonjour. Le docteur Anne Giersch, à droite, étudie la perception de la notion de temps chez le zombie et s'intéresse à la dimension psychosociale de l'histoire personnelle du zombie avant qu'il ne soit zombie. Bonjour Anne. Bonjour. Et enfin, le professeur Jean-Christophe Cassel, spécialiste en cognition, et lui, il étudie les problématiques autour des différents systèmes de mémoire. Bonjour Jean-Christophe. Bonsoir. Bonsoir. Alors, comme on n'a pas énormément de temps, on va rentrer dans le vif du sujet avec une première question. Je vous rappelle que vous pouvez poser vos questions en appuyant sur « Posez vos questions ». Une première question, donc, vous êtes-vous déjà sentimentalement attaché à un zombie? Qui veut répondre? Moi, je veux bien essayer de répondre, mais je ne peux pas répondre au nom des autres. Je ne suis pas dans leur propre affectivité ni dans leur propre subjectivité. Je peux parler de mon expérience personnelle. Personnellement, ça ne m'est strictement jamais arrivé, ni d'un point de vue purement physique, au sens où je pourrais, par exemple, m'attacher avec une corde à un zombie. Ça relève littéralement du suicide, cette démarche. Et sentimentalement, c'est un individu à ce point hideux, répugnant, repoussant, capable de vous de générer une sorte de sentiment d'impression nauséeuse que ça, moi personnellement, ça ne me semble pas du tout concevable. Je ne sais pas ce qu'en pensent mes collègues. Oui, je pense qu'effectivement, on est tous d'accord avec cette idée-là. D'une part, c'est très difficile d'avoir une attirance quelconque pour un zombie, et ça relèverait probablement d'une espèce de désordre affectif de la part de cette personne. Outre le danger, bien entendu, que représente le zombie, de toute façon, cet attachement ne serait que sans retour, puisque le zombie n'est absolument pas capable d'éprouver un état affectif autre qu'un état agressif et affamé. Et surtout que le fait de s'attacher, ça pourrait justement affecter l'objectivité de toute notre recherche. Donc, on ne peut pas penser à ça. Et en plus, quand bien même on serait poussé vers ça, on se l'interdit pour des raisons déontologiques. Voilà. Donc jamais vous leur donnez un petit nom? On recherche une trace d'humanité, mais on ne l'a pas trouvée vraiment encore. Mais justement, le fait de chercher cette trace d'humanité, est-ce que ça n'apporte pas une dimension affective?
on ne peut pas dire qu'on est... Oui, non. Non, on ne peut pas s'attacher au zombie lui-même. Hein. On peut s'attacher à la question qu'on pose, mais pas au zombie. Je pense que dans une démarche scientifique dans laquelle on cherche une trace d'humanité, il est même essentiel d'avoir pour a priori que de ne pas chercher l'équivalent de cela. Il faut se donner un cadre général, mais on ne peut pas, avec un a priori comme ça, aborder cette question. Ça voudrait dire pratiquement qu'on va être biaisé au départ, dans le sens où tout ce que le zombie produira d'un point de vue comportemental risque éventuellement d'être interprété comme une trace d'humanité. C'est exactement ça. Le point de départ ne peut en aucun cas être ça. Du reste, ça serait faire de l'anthropomorphisme. Alors le zombie a été à un moment donné un être humain, il ne l'est plus. D'accord ? C'est un anthropomorphisme qu'on ne peut pas se permettre sous peine de perdre notre objectivité scientifique et qui est le même type d'anthropomorphisme qu'il ne faut pas utiliser non plus dans n'importe quelle étude chez l'animal. Oui. En face du zombie, c'est assez difficile d'avoir de l'anthropomorphisme. Oui, c'est sûr. C'est sûr. L'anthropomorphisme, ça voudrait dire qu'on s'associe et qu'on se projette là-dedans et on n'a pas trop envie de se projeter dans cet individu. Alors, question suivante. Je vous la lis. Je suis chercheuse, c'est Sandra qui pose la question, je suis chercheuse et je suis intéressée par le modèle zombie. Quels sont les coûts associés? Quelles sommes prévoir dans mes demandes de financement? Ça dépend de la manip. La longueur de la manip, le type de manip qu'elle peut faire. Je pense qu'il faut voir deux facettes dans cette question. Une première facette, elle n'a pas de zombies, elle a besoin de zombies, et l'Institut de zombiologie internationale lui fournit le modèle. Dans ce cas-là, on peut lui mettre à disposition un certain nombre de zombies, pour peu que nous en ayons chez nous. Et dans ce cas-là, ça lui reviendra pas très cher, dans la mesure où on facturera une 50aine d'euros par jour. Le reste, évidemment, les personnels de soutien, nous ne lui fournirons pas autrement que si elle paye la mise à disposition de ces personnels de soutien, ce qui correspond à une grille qui se trouve sur le site de l'Institut de zombiologie. En gros, ça correspondra à ce qu'on calcule pour une ANR, pour un ingénieur de recherche, pour un ingénieur d'études ou pour un technicien. Si par contre, nous ne pouvons pas lui fournir de zombies, alors il va falloir les capturer. Et dans ce cas-là, il faut compter 20 000 euros. C'est un forfait que nous négocions avec nos chasseurs de zombies. Il faut compter un forfait de 20 000 euros par zombie. Tout dépendra ensuite de la quantité de zombies dont on aura besoin pour faire ces manips. Ce prix, c'est surtout dû aux assurances qu'on est obligé de négocier pour nos chasseurs de zombies. C'est quand même très dangereux. On doit répercuter ces coûts dans ce cas-là. D'accord, donc une enveloppe pas non négligeable. Oui. Question suivante, une question de Sidney Gros-Prêtre. Je vais poser des questions en vrac, désolé. Comment adhère-t-on à l'Institut de zombiologie? Faut-il une qualification? Si oui, de quelle section du CNU? Je peux y aller. Oui, alors, je répondais déjà à la deuxième question. Hein, les sections neurosciences, bien sûr, sont section 69 sont pertinentes. Les sections de physiologie animale, section 66 le sont également. Les sections de psychologie peuvent être également intéressantes. Et puis, on a besoin de gens qui sont aussi spécialisés dans la biologie cellulaire, de la biologie moléculaire, parce qu'il y a beaucoup de questions qui se posent à l'heure actuelle également sur l'évolution des molécules, en particulier des protéines et des enzymes et des récepteurs chez les zombies. Donc, on a besoin aussi de gens qui sont finalement dans tous les domaines. Donc, sur le plan des sections CNU, même si on est axé quelque part sur le zombie dans les neurosciences, je pense que c'est relativement ouvert. Non, mais libre pour un CNU transversal. Voilà, ça c'est quelque chose qui est un peu chaud en ce moment. On est pour une section du CNU. Donc le CNU, c'est le Conseil national des universités, hein, pour ceux qui ne le savent pas. Et donc on est en train de négocier de manière à individualiser la zombiologie comme une discipline en soi. Pas gagné. Pour la première question. C'était l'adhésion à l'Institut de zombiologie. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'Institut de zombiologie n'est pas une association. On adhère à une association en tant que membre d'une association. L'Institut de zombiologie est un institut de recherche. Et à ce titre-là, il fonctionne exactement comme n'importe quel institut de recherche
universitaire au propre de l'un des EPST type CNRS ou INSERM. C'est-à-dire que pour pouvoir y travailler, il faut y avoir un statut, il faut avoir été recruté, soit comme chercheur, CNRS ou INSERM, ou comme enseignant-chercheur, et dans ce cas-là, on est universitaire. On peut aussi y travailler en tant que personnel de soutien à la recherche. Dans ce cas-là, on est recruté sur un poste universitaire ou CNRS ou INSERM, de techniciens, d'adjoints techniques, d'assistants ingénieurs ou d'ingénieurs d'études ou de recherche. Voilà les différentes façons dont on peut travailler à l'Institut de zoologie. On n'y adhère pas. Il y a encore une manière différente d'y adhérer, en tout cas d'y travailler, c'est de devenir zombie soi-même. Je ne vous le conseille pas. Question suivante. Une question pour le professeur Cassel. Les engrammes encodés et consolidés dans la personne en son stade pré-zombie sont-ils toujours présents et réactivables chez le zombie? Question de Roman. Merci pour la question. On n'a jamais trouvé d'indication claire de la présence chez un zombie de quelque chose qui traduirait une réminiscence de sa vie de pré-zombie. Et quand on réfléchit un tout petit peu, on comprend assez bien pourquoi. Il faut imaginer qu'un zombie a perdu à peu près 55% du volume cérébral de ce qui était le cerveau du vivant de l'individu avant qu'il ne devienne zombie. Et en particulier, les zones cérébrales qui sont touchées, ce ne sont pas les seules, hein, on pourra en discuter avec Pierre, Anne et Jorge tout à l'heure aussi, sont les lobes temporaux, qui sont des zones absolument essentielles pour stocker transitoirement de l'information, pour encoder de l'information, mais aussi le cortex, et en particulier le cortex préfrontal. Or, c'est dans le cortex préfrontal que sont inscrits tous les engrammes qui sont appelés à perdurer. Comme ce cortex préfrontal subit une atrophie de l'ordre de 55% de son volume total, il va de soi que l'intégralité des engrammes qui datent de la vie pré-zombiale a totalement disparu. Merci. Question suivante. Dans les vidéos documentaires mises à disposition, vous avez dit que le zombie est un modèle très pertinent concernant le sommeil. Pourquoi? Est-ce qu'il dort? Est-ce qu'il ne dort pas? Mais justement, c'est très pertinent parce qu'il ne dort pas. Il ne dort pas, vous savez percuter que les zombies restent éveillés tout le temps, 24 heures sur 24 heures. Donc ça devient un modèle d'interaction pour essayer de comprendre les différentes pathologies du sommeil associées justement à ce type de problème que les gens ne peuvent pas dormir. Donc c'est pour ça que vous voulez savoir et vous dire qu'est-ce qui se passe dans le cerveau de zombie pour qu'il ne dort pas, pour pouvoir comprendre différentes pathologies du sommeil, comme l'insomnie par exemple. Donc c'est pour ça que ça devient un modèle super intéressant par rapport à les sommeils, justement parce qu'ils ne dorment pas. D'ailleurs, je veux dire, si vous ne dormez pas, si vous passez des semaines à travailler, à ne pas dormir, vous terminez dans un état qui est proche de celui du zombie, même si vous ne l'êtes pas vraiment. C'est vrai. Seb demande, est-ce qu'un zombie est capable d'apprentissage pour sortir d'un centre commercial plus rapidement, par exemple? Alors, j'ai évoqué tout à l'heure l'atrophie de régions cérébrales comme l'hippocampe et comme le cortex préfrontal. Ceci laisserait à penser qu'un apprentissage ne serait pas possible. Alors, je vais nuancer un tout petit peu. Si le zombie arrive pour la première fois dans un centre commercial et qu'il cherche à en sortir de manière extrêmement rapide, ce qu'il aura encodé comme information, d'ailleurs il n'encodera pas grand-chose, mais le peu qui sera passé dans un tampon transitoire d'information ne lui permettrait pas d'organiser une stratégie de sortie du centre commercial qui serait basée sur ce qu'il aura intégré au moment où il y est entré. Maintenant, je dois faire une nuance parce qu'il y a des structures qui présentent une atrophie moins marquée que d'autres, et en particulier c'est le cas des ganglions de la base, qui risque de lui permettre éventuellement, s'il effectue un bon millier de fois le même trajet à partir de la même entrée du centre commercial, de pouvoir utiliser ce qu'on appelle une mémoire procédurale, c'est-à-dire une mémoire dans laquelle nous stockons nos automatismes,
pour essayer pour réussir à en sortir de manière plus efficace. Mais il suffirait qu'il y ait la moindre des modifications sur son trajet pour que cette stratégie devienne inopérante et qu'il se retrouve dans l'obligation d'arpenter de manière un peu stochastique la voie de sortie du centre commercial. Donc oui et non. Ceci dit, alors c'est vrai qu'à l'heure actuelle, il y a peut-être moins de monde dans les centres commerciaux. Généralement, si un zombie rentre dans un centre commercial, il n'en sort pas. C'est un supermarché. Il n'a aucune raison de sortir, il y a de la bouffe partout. Ouais, c'est En juste. théorie, il n'a pas vraiment d'intérêt à vouloir en sortir. Solène demande, pourrait-on identifier une palette d'émotions plus grande chez le zombie en observant ses micro-expressions à l'aide d'appareils, comme chez les bébés et certains animaux? Invisible, hein. Moi, je pense qu'il faudrait l'inviter à faire un stage. Oui, on pourrait demander à Solène, effectivement, oui. Ceci étant, les micro-expressions chez le zombie, on n'en a pas vu beaucoup. Les zombies neufs. Les zombies neufs, à la limite, sinon on est vraiment dans la macro-expression. Hein. On est dans l'expression de rage, dans l'expression d'agressivité. Les micro-expressions, c'est assez compliqué parce que simplement les micro-expressions requièrent le contrôle relativement fin des muscles paussiers de la face. Et ce contrôle fin est extrêmement Grossier. et abîmé et perdu chez les zombies. Justement, quand il y a une face encore. Il manque une partie de l'instrumentation. Les micro-nuances dans les émotions nécessitent d'avoir un visage parfaitement intact. Or, on a affaire à un visage qui est partiellement décomposé. Ouais. Donc, quand bien même il essaierait, par une régulation cérébrale impliquant des structures ou des résidus de structures qui sont impliqués dans le contrôle des émotions, ça ne marcherait pas en termes mécaniques. Oui, et on aurait le danger dans une expérience comme ça, c'est le biais d'interprétation en fait. De vouloir chercher une émotion et de penser reconnaître une émotion qui n'y est pas forcément. Parce que, je ne sais pas, Roré, dans tes études sur la prise alimentaire, est-ce que tu trouves que lorsque les zombies mangent, ils vont avoir une expression effectivement faciale? Non, ils gardent toujours la même émotion. Voilà. Au moment qu'ils mangent, ils gardent toujours le même visage, les mêmes Facial, images. ouais. Qu'en est-il de la transmission de la Covid chez les zombies? Et quelle utilité pour le développement des vaccins? Demande Ginette. Ouais, Bonne question. c'est une bonne question, c'est quelque chose, c'est un point auquel on s'est attelé assez rapidement dès qu'on a pu effectivement réintégrer les locaux, parce que pendant le premier confinement en particulier, on a été bloqué là-dessus, ce qui a été dramatique parce qu'on a perdu, en fait, on perd un an de manip. Hein. Et en fait, les données actuelles supposent que les zombies ne sont pas touchés par la Covid. Par contre, ça peut être lié à Covid, effectivement, mais ils ne montrent aucun symptôme. Et il est possible que les cellules des zombies ne possèdent plus l'équipement nécessaire qui permette la réplication du virus et qui permette surtout la transduction des effets délétères du virus. Donc c'est une piste qu'on commence seulement maintenant à suivre pour le développement de vaccins. Elle est assez compliquée et c'est vrai qu'on se fait un petit peu dépasser, vous l'avez vu, par les grosses boîtes pharmaceutiques qui ont déjà développé des vaccins alors qu'on en est quelque part seulement aux prémices. Les zombies ont des problèmes respiratoires, non? Ils toussent? Non, ils ne respirent pas. Ils ne respirent pas. Mais ils Ils râlent. ont une espèce de rythme mécanique de halètement, bien sûr, et puis de mouvement des muscles intercostaux et du diaphragme, mais en fait, que l'oxygène passe ou pas, on s'en fiche. A priori, l'oxygène est nécessaire à la vie. Or, un zombie n'est plus un être vivant. Alors, la question suivante, c'était est-ce qu'un zombie peut contracter le coronavirus? Si oui, est-il contagieux? Je pense que vous y avez répondu. C'est-à-dire qu'en fait, il peut le contracter, mais sans être malade, mais par contre, si c'est un nid à virus, il peut être contagieux. Il faut éviter de s'approcher des zombies, et de les embrasser, de les toucher et tout ça. Le gel hydroalcoolique, c'est pas bon parce qu'en fait, C'est corrosif. c'est corrosif. Une question d'Enrico. Les zombies procréent-ils dans le laboratoire comme le font les souris? Alors, on pourrait le penser, puisque il y a des zombies, mâles et il y a des zombies femelles, qui gardent d'ailleurs certaines des caractéristiques sexuelles secondaires qui sont propres à l'être humain.
Le problème, c'est que le point de départ de la procréation, c'est probablement une certaine forme d'intérêt que pour l'un des sexes suscite l'autre des sexes. Or, notre expérience, et ça fait quand même 16 ans que l'Institut de zombiologie existe, notre expérience montre que ni les zombies femelles, ni les zombies mâles n'ont d'intérêt que ce soit pour le même sexe ou pour l'autre sexe. Donc la procréation, déjà, la probabilité qu'une procréation puisse se faire s'arrête déjà, ne serait-ce qu'au niveau de cette espèce d'éveil émotionnel que pourrait solliciter le même sexe ou l'autre sexe. Bien sûr, la procréation ne fonctionnant que par rapport à l'éveil émotionnel de l'autre sexe. Hein. Je ne vais pas refaire ici la biologie, mais on n'a absolument aucune indication qui semble révéler que cet intérêt existe. Alors forcément, pour le reste, ça ne marche pas non plus. Donc la réponse est clairement non. D'ailleurs, quelque chose que je peux ajouter, c'est aussi qu'une grosse partie de l'hypothalamus, il est bien abîmé des zombies, et c'est une région du cerveau qui régule la reproduction. Donc, éventuellement, la réponse est non, comme la question vient. Donc, aucune relation affective entre les zombies. Une preuve de relation affective. Une preuve. Question de Audrey. Très bonne question. Que qualifiez-vous de zombies? Comment effectuer des recherches sur des individus a priori issus de science-fiction? Ne vous fâchez pas. Et, Tu veux y aller, Anne, ou les zombies font partie de notre vie quotidienne. Notre vie quotidienne n'est pas de la science-fiction. Donc Audrey devrait venir au laboratoire aussi, avec Solène. Mais je pense qu'en fait, la question qu'elle pose, elle s'inspire peut-être aussi d'une connaissance de l'origine du mot zombie qui nous vient en fait de la culture haïtienne. Et cette origine n'est pas sans rapport avec la notion d'esclavage, où on réduisait littéralement un individu à des servitudes poussées à l'extrême. Et dans cet univers mythique, qui a une contrepartie dans la réalité, on utilisait des drogues pour que ces individus soient réduits à cet état. Et cet état était en fait un état de quasi-léthargie, d'asservissement total par celui qui donnait la drogue et qui faisait du zombie ce qu'il voulait. Donc c'est pas du tout ça qu'on entend par zombie dans l'Institut de zombiologie. Nous, on n'utilise pas de drogue pour amener des individus à se placer dans un état d'asservissement total. Nous, ce qu'on utilise, c'est des vrais zombies, tels qu'on peut les voir imiter de manière tout à fait convaincante, d'ailleurs, dans les films de Romero. Je regarde la question parce qu'il me semble qu'il y avait une autre partie dans la question. Ouais, je te la fais. Donc les zombies, c'est des individus tels qu'ils apparaissent dans les films qui les ont rendus célèbres, qui sont en fait des imitations de la réalité. Premier film, je crois, de 1968, premier film de Romero en 1968. Je me demande si c'était pas La Nuit des Morts Vivants, quelque chose comme ça. Donc ça ressemble à de très nombreux points de vue. Les zombies sur lesquels on travaille ressemblent à cela. Mais donc, c'est la réalité, et ce ne sont pas des zombies de fiction. Absolument. Est-ce que, Sur du vrai, hein. est-ce que vous avez pu constater des différences notables entre des vrais zombies et puis des zombies de fiction? Les zombies de fiction ont souvent un petit caractère d'humanité quand même. Ouais. C'est le deuxième. Mais là, on est dans une démarche de projection fictionnelle, en quelque sorte. C'est le scénariste qui a décidé d'attribuer à ces zombies des caractéristiques humaines que nous ne retrouvons pas dans les zombies sur lesquels on travaille. On cherche, il ne faut pas croire que... Ça fait 16 ans seulement que l'Institut existe, donc on a tous une âme de chercheur, et ce n'est pas parce qu'on tombe sur un problème
on va rapidement lâcher le morceau. C'est pas du tout dans notre ADN, ça. Oui, c'est ça. Et il y a une question d'ailleurs sur les relations sociales entre zombies, que je trouve une très belle question, et ça rejoint ces questions-là. Ouais. Après. Mais juste pour terminer là-dessus, effectivement, il ne faut pas oublier que les zombies dans les films, dans les œuvres de fiction, une œuvre de fiction, c'est une œuvre de fiction, ça veut dire qu'elle n'est pas la réalité. C'est une œuvre dans laquelle on ajoute quelque chose, dans laquelle on augmente, on grossit le trait sur un certain nombre de choses. Ce n'est pas seulement valable pour la science-fiction, pour des zombies, c'est valable sur n'importe quel film. Donc c'est une œuvre de création qui se base sur une certaine réalité. Ce n'est pas cette réalité, c'est une œuvre de fiction. C'est intéressant. Sur une réalité. Parce que peut-être, donc les gens ont découvert les zombies de l'Institut au travers de ce film documentaire, avec le regard du réalisateur. Et donc peut-être qu'ils ont pu déceler des choses que vous, avec votre regard de scientifique, vous ne voulez pas voir ou vous ne voyez pas. Ouais, mais que ces zombies, que les zombies des films ressemblent aux vrais zombies, c'est pas surprenant puisqu'ils ont été inspirés par ces vrais zombies. Mais il faut bien que les gens qui nous suivent comprennent que nous, on travaille sur des zombies, je dirais, de presque chair et presque d'os. Ce sont des zombies presque en chair et presque en os. Une des différences que moi, c'est par rapport à la question avant, par rapport aux expressions dans la fiction, on voit que des zombies, ils ont différentes expressions, différentes grimaces, que nous, on n'observe pas ici. Donc voilà, c'est une claire différence qu'on observe entre les deux. Question de Philippine. Est-ce que vous avez pu tester la mémoire spatiale, labyrinthe plus morceau de viande à l'arrivée, par exemple? Et sinon, quelles sont vos hypothèses? Alors ça rejoint un peu la réponse que j'avais donnée pour la question sur la sortie du centre commercial. Évidemment, au début, on a essayé de tout feu, tout flamme, on a essayé d'imaginer des situations avec des labyrinthes, avec de nombreuses branches. Et puis, on s'est assez rapidement rendu compte que c'était extrêmement difficile de tester la mémoire spatiale, pas simplement parce qu'ils n'avaient pas de capacité de mémoire spatiale, mais aussi parce qu'ils avaient un mal fou à comprendre les consignes. On essayait de leur expliquer les consignes, donc très rapidement on en est arrivé à se dire mais les situations qu'on leur propose, qui sont des situations en fait qu'on propose classiquement à des rats, à des souris dans les laboratoires, sont trop compliquées. Alors on les a simplifiées. On a essayé de les tester dans des situations où la difficulté spatiale consistait à distinguer la droite de la gauche. Mais même ça, ils n'ont pas été capables de le faire. Franchement, c'est difficile. Alors, quand on les passe en IRM, bien sûr, pour ça, on est obligé de prendre des précautions absolument immenses. Quand on les passe en IRM et qu'on a une image de leur cerveau, on comprend très vite pourquoi, d'une part, ils ne comprennent pas les consignes, et pourquoi c'est totalement absurde que d'essayer de les imaginer dans une situation spatiale, puisque dans les lobes temporaux se trouve une structure qui est éminemment impliquée dans tout ce qui est gestion de l'information spatiale, dans laquelle on trouve même des cellules qui sont spécialisées dans la navigation spatiale. Eh bien, cette structure qu'on appelle l'hippocampe, qui porte le nom d'un poisson, est complètement atrophiée. Et donc, de ce côté-là, on a laissé tomber parce qu'on avait en main des preuves que ce n'avait aucun sens que d'essayer d'imaginer que ces zombies puissent résoudre une tâche spatiale, fût-elle extrêmement simple. Question motricité de Sydney. Question motricité, je me répète. Un zombie peut marcher, attraper quoi? Peut-il courir, attraper un ustensile? Où est la frontière en termes de capacité motrice? Oui, merci Sydney. Alors oui, le zombie peut marcher. Le zombie marche. Alors, on peut dire qu'il marche très bien dans la mesure où il est capable de mettre un pied devant l'autre et de se déplacer effectivement. La qualité de la marche est réduite, comme on l'avait indiqué dans le film documentaire. La motricité du zombie est extrêmement touchée par cette forme de dégénérescence. C'est-à-dire que c'est une motricité dans laquelle les réflexes sont extrêmement réduits, c'est une motricité dans laquelle le maintien de la posture est très... c'est stable, c'est vrai, mais pas tip-top, c'est quelque chose qui est très raide, et la démarche également peut être perturbée. Dans une démarche normale, par exemple, c'est un acte automatique, c'est-à-dire que vous lancez consciemment la marche, ensuite vous avez des systèmes rythmiques qui
vont entraîner cette marche, mais qui sont capables de réagir à des perturbations du sol, par exemple. Chez le zombie, la perturbation ne se fait pas, l'adaptation rapide de la marche ne se fait pas. Si vous lui mettez un obstacle, il va trébucher dessus, il va se casser la figure, il va se relever, il va repartir. D'un autre côté, et ça reste assez mystérieux, les zombies sont capables aussi de fulgurants d'accélération. Lorsqu'ils voient une proie, effectivement, ils sont capables de changer le mode de déplacement depuis la marche jusqu'à une course effrénée, alors qu'ils ne ressemblent pas à grand-chose, c'est vrai, il y a des membres qui partent dans tous les sens, mais ils sont capables de grosses accélérations. Donc le système moteur globalement est perturbé sur ses bases, maintien de la posture, mouvement automatique, et également, je ne l'ai pas cité ici, sur les mouvements volontaires. Ils sont imprécis, mais un zombie peut être capable effectivement de saisir un ustensile, il va peut-être le rater un petit peu, mais il va finir par y arriver. Donc là, on est quand même dans des données qui nous montrent que l'état du système moteur chez les zombies peut représenter une espèce de mix entre des symptômes de type parkinsonien, des symptômes de type huntingtonien avec des mouvements désordonnés et des symptômes de type ataxique. Par curiosité, est-ce qu'on a déjà mesuré la vitesse de course au moment de ces fulgurances? Alors, j'ai plus les chiffres en tête, mais on peut arriver quand même à des valeurs qui sont très proches de celles d'un être humain. Pas d'un athlète quand même. Pas d'un athlète, non. Alors, on a eu une fois un zombie qui était on l'a su par après, qui était un ancien Athlète. un ancien athlète, un ancien coureur de, je crois que c'était 200 mètres, qui était capable de courir très vite, mais qui avait beaucoup perdu effectivement par rapport à la période où il était athlète. Il faut aussi dire que dans les premiers jours de son insertion dans le laboratoire, il a perdu une jambe. Donc il courait beaucoup moins vite. Question de Marc. Lorsque les zombies sont entre eux, loin de toute tentation alimentaire, comment interagissent-ils entre eux? Y a-t-il des comportements sociaux qui apparaissent? Est-ce que les zombies semblent souffrir de l'isolement? Oui, donc j'ai déjà dit que je trouvais que cette question est évidemment intéressante. On filme en permanence tous les zombies du laboratoire, bien sûr, un peu comme une démarche éthologique. Et les éthologistes, d'ailleurs, on en aurait besoin plus dans le laboratoire. C'est vrai, Je pense qu'on lance un appel pour les éthologistes pour qu'ils nous rejoignent. Jusqu'à présent, nous n'avons pas observé de comportement qui soit social de façon convaincante. C'est le même problème que les émotions, on peut avoir envie de le voir. Il y a des étudiants qui passent des heures à regarder les enregistrements vidéo et qui finissent par croire voir quelque chose, qui vont taper dans le dos du zombie. En général, ça se finit mal. Malheureusement. On note quand même parfois des comportements. Enfin, quand il y a quelque chose qui ressemble à un comportement social, ce sera plutôt un comportement antagoniste. Oui, parce qu'ils vont être en compétition pour une nourriture. C'est ça. Donc là, mais c'est presque. On ne peut pas appeler ça un comportement social, vraiment. C'est un obstacle sur leur chemin. On ne peut pas penser qu'ils voient l'obstacle comme un autre zombie. Est-ce qu'on peut penser que quand ils sont ensemble et qu'ils manifestent de l'animosité les uns envers les autres, c'est une démarche sociale? Non, c'est ce que je viens de dire. Je pense que, enfin, en tout cas, ce qu'on observe, c'est simplement, ils vont éventuellement faire des mouvements pour aller le plus vite possible vers la nourriture. Et donc, dans ce cadre-là, évidemment, ils peuvent se pousser, etc. Mais on peut pas. Mais la nourriture ici, si je comprends bien la question, c'est en l'absence de nourriture. C'est quand ils sont entre eux, loin de toute tentation alimentaire. Mais justement, c'est uniquement... Ils vont toujours essayer... Parce qu'ils sont toujours faim. Ils ont tout le temps faim, donc ils vont essayer... De toute façon, ce qui va se passer, c'est qu'il y aura une espèce d'organisation aléatoire du comportement du groupe qui va toujours déboucher sur le fait que celui qui s'est trouvé par hasard au centre de 4 ou 5 autres qui essayaient de se rassasier, vont finir par le bouffer. Donc, si on peut appeler ça comportement social, oui, il y a du comportement social, mais c'est toujours quelque chose qui est antagoniste et on n'a jamais vu ce qu'on pourrait appeler un comportement socialisant. C'est ça, on n'a pas de ce qu'on appelle la théorie de l'esprit, c'est-à-dire le fait de penser que quelqu'un d'autre a
est un autre, justement, une pensée ou un souhait, un désir, etc. Et ça, on ne le voit pas du tout chez les zombies. En tout cas, on n'a pas de données convaincantes. Mais ça fait partie des choses qu'il faut chercher, bien sûr. Et d'ailleurs, on a travaillé récemment avec des physiciens nucléaires pour étudier les déplacements des zombies en groupe. Et a priori, ils se déplacent comme des particules physiques. Donc il n'y a a priori rien de précis qui est lié à un comportement social ou affectif ou quoi que ce soit. Ah oui, c'est intéressant. Vous collaborez, non? On est dans l'interdisciplinaire, là, Ouais, de ce côté-là, on est en train de développer des relations avec les physiciens. Il ne faut pas oublier que l'université a lancé un gros programme de création d'instituts thématiques interdisciplinaires et donc forcément on interface nos propres intérêts avec des autres disciplines et en particulier les physiciens nous apportent beaucoup. Très intéressant. Question pour Pierre Vénante, question de Colline. Est-il possible de faire du traçage dans les cerveaux de zombies malgré l'atrophie corticale sévère? Merci Colline. Alors on pourra en discuter si vous venez en stage. Mais le problème, le traçage qui nous permet donc d'injecter un traceur, substance qui est captée par les neurones et qui nous permet de voir les connexions entre les structures, c'est très problématique pour plusieurs raisons. La première, c'est que lorsqu'on injecte les traceurs dans une zone du cerveau, ils sont relativement mal captés par les neurones, les mécanismes de capture fonctionnent mal, la matrice extracellulaire est totalement perturbée, donc ça limite effectivement la diffusion des traceurs. D'autre part, les traceurs utilisent vraiment les transports axonaux, les transports axonaux. Ces transports-là sont extrêmement lents, extrêmement réduits. Et puis surtout, il faut passer par des coupes histologiques ensuite. Or, quand on regarde une coupe histologique de cerveau de zombie, ça ressemble à de la charpie. On n'y voit quasiment rien. Donc voilà, quand on fait du traçage, quand on voit ce genre de coupe, c'est très embêtant. Je ne vous souhaite pas que ça vous arrive, mais ça limite largement effectivement l'utilisation du traçage chez le zombie. Ouais. C'est très technique. Ouais. Question de Fred. Intégrez-vous à vos groupes expérimentaux vos collègues ayant été accidentellement mordus? Aussi, tous les zombies développent-ils leurs lésions du système nerveux dans le même ordre dans le temps? Sinon, cela ne biaise-t-il pas vos expériences? On peut commencer à répondre. Bon, j'avais dit tout à l'heure que lorsque nous avons besoin d'un zombie, nous payons des chasseurs et ça nous revient à 20 000 € par zombie. Donc, quand on a la chance d'avoir un... Enfin, pardon, ma langue a fourché, j'ai parlé de chance. Évidemment, on perd un collègue, mais quand il faut voir le bon côté des choses. Quand on a la chance d'avoir un zombie comme ça sous la main qui est déjà in situ, eh bien, on ne va pas le passer à la poubelle. Hein, c'est hors de question. Donc, la réponse est clairement oui. On l'intégrera à nos groupes expérimentaux, mais on le fera selon un principe de rigueur scientifique. C'est-à-dire qu'on ne va pas le mettre dans un groupe qui nous arrange. On va le mettre au hasard dans un des groupes sur lesquels on travaille. Et surtout, il y a une déontologie dans cet institut. Ça fait plusieurs fois que j'évoque la déontologie. C'est que la personne qui était proche de ce collègue ne pourra en aucun cas participer à une expérience. Parce qu'on part du principe que même si c'est inconscient chez elle, ça risque de biaiser sa lecture des variables que l'on génère dans le cadre de la démarche expérimentale. Donc oui, sans aucun problème, on les intègre. On a déjà intégré plusieurs doctorants dans les... alors tant pis pour eux, hein, c'est pas de chance, mais en principe, là, normalement, ils sont aussi censés respecter au pied de la lettre des précautions draconiennes, et s'ils ne les respectent pas, ben, ils s'exposent au risque, et tant pis s'ils finissent zombies. Mais en tout cas, on ne les jette pas, on ne les fait pas tout de suite manger par les autres zombies non plus, on les intègre dans la démarche expérimentale en respectant les quelques barrières déontologiques que j'évoquais tout à l'heure. Question de Bae. Existe-t-il des animaux zombies in real life? Je peux peut-être commencer par une petite parabole. Alors, c'est un pêcheur qui s'installe au bord d'un lac et qui se met à pêcher. Et au bout de 3 jours, il n'a toujours pas attrapé de poisson. Est-ce qu'il va en conclure qu'il n'y a pas de poisson dans le lac? Pas forcément. Il n'a peut-être juste pas attrapé de poisson pendant ces 3 jours. Mais si par contre, au bout de 1 minute, alors qu'il est installé au bord du lac, il attrape un poisson, il va pouvoir en déduire que ce lac contient au moins un poisson. Voilà. Ça, c'était en avant-propos. Tout ça pour dire que, in real life,
on n'a pas trouvé pour l'instant d'animaux zombies, mais d'un autre côté, c'est peut-être pas tellement surprenant puisque nous sommes, nous, humains, les seuls à enterrer nos morts, historiquement. Maintenant, il semblerait qu'il y ait une certaine popularité pour la crémation. C'est d'ailleurs pas forcément toujours en notre faveur pour ce qui concerne la procuration de modèles de recherche. Mais les animaux n'enterrant pas leurs morts, ces morts sont rapidement consommés. Alors par toute une série de bestioles qui peuvent être des vers, qui peuvent être des insectes, qui peuvent aussi être des animaux qui vont manger des chairs en putréfaction. Donc pour l'instant, on n'a pas trouvé d'équivalent animal de zombies in real life, comme c'était. Ouais, alors ceci dit, c'est vrai qu'il y a des choses qui ont été popularisées. On a parlé il y a quelques années des cerfs zombies avec des infections. On a parlé de certains insectes, effectivement, qui sont colonisés par des champignons, en fait, qui les zombifient d'une certaine manière. On sait que certains parasites sont capables de modifier vraiment le comportement de certains animaux de façon à les diriger, justement, dans un comportement qui va permettre la reproduction de ce même parasite. Alors, ce sont des choses qui vont partager certaines similitudes avec ce que nous appelons réellement un zombie, mais ce ne sont jamais, ça ne récapitule jamais l'état du zombie tel qu'on le conçoit chez l'humain. Et surtout, ils sont vivants. Et surtout, ils sont vivants. Oui, surtout, ce sont toujours des animaux qui sont toujours vivants. Le zombie, rappelons-le, n'est plus un être vivant, c'est un être animé. Donc pas de parasitisme chez le vrai zombie. Non. Question de Sarah. Manger est tout ce qui motive les zombies. Avez-vous observé des cas de surcharge pondérale due à l'hyperphagie? Des cas, pardon, j'ai pas compris. Des cas de surcharge pondérale due à l'hyperphagie. Ah non, on a, en tout cas, par rapport à toutes les analyses qu'on a fait, on n'a jamais observé un zombie obèse. Et on s'est posé la question, comment c'est possible s'il mange tellement beaucoup tout le temps, qu'il ne devient pas obèse? Une des réponses qu'on a pour l'instant, c'est justement qu'ils sont en dépense énergétique énorme aussi, parce qu'ils restent éveillés tout le temps, ils marchent tout le temps, donc voilà, c'est pour ça qu'on n'observe pas cette obésité. Il n'y a pas de stockage d'énergie. Il n'y a pas de stockage d'énergie, il n'y a pas de tissus de plus gras dans lesquels peut stocker toute cette énergie, donc non. Et non, ce n'est pas un remède contre l'obésité. On va pas faire de régime basé sur le zombie, ça ne marche pas. Ça ne vaut pas le coup. Enfin, pour nous aussi. Oui. Question de Clément. Est-ce que seul Thriller de Michael Jackson est aversif et pourquoi? Ça, c'est une très très bonne question. Et on se pose encore toujours la question pourquoi cette musique de Michael Jackson, spécifiquement, elle est aversive pour les zombies. On a fait différents tests pour voir si c'était les paroles de la chanson. Donc, on a mis les paroles dans une version de cette chanson jazz, blues et tout ça. Et ça ne marche pas. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas que les paroles qui fait qu'ils deviennent aversives, il y a aussi la musique. Donc, pour l'instant, on ne comprend pas exactement pourquoi, mais ça, ce n'était pas la question principale. Mais surtout, on l'utilisait justement pour faire des tests liés à l'alimentation, à la prise alimentaire des zombies. Mais ça reste quand même une bonne question de savoir pourquoi spécifiquement ce type de musique elle est un stimulus aversif pour les zombies. C'est typiquement encore un sujet sur lequel on travaille en transversal avec des acousticiens et avec des spécialistes de la musique, parce qu'a priori, il y a quelque chose dans la construction musicale, dans l'harmonie, non seulement dans les accords, dans la relation entre les différents accords et le rythme, mais également avec la voix de Michael Jackson. Parce qu'en réalité, quand on écoute un cover de Thriller par un autre groupe, par quelqu'un d'autre, c'est beaucoup moins aversif, voire pas aversif. Donc c'est une combinaison qui est plus proche de l'aspect acoustique, et donc d'un traitement dégradé d'informations acoustiques qui va conduire finalement à une relation aversive très rapide. C'est une relation aversive qui, a priori, va passer directement aussi du thalamus vers l'amygdale et qui ne va pas passer par le cortex cérébral. Lui-même n'est plus vraiment fort. Donc leur perception auditive est encore de bonne qualité. La détection auditive est de bonne qualité. La perception, par contre, je ne suis pas certain. C'est-à-dire qu'en fait, un son peut déclencher des réponses avant même qu'il soit analysé en termes de perception. D'accord ?
Donc c'est probablement ce qui se passe chez le zombie. Ah. Quand on parle de perception, on parle de perception consciente. Et donc là, il n'y a pas. Et est-ce que le clip a une incidence sur l'agressivité? Le clip, le thriller. On avait essayé, sans le son, ça n'a aucune incidence. Ouais. Aucune incidence. Ça ne les intéresse pas d'ailleurs. Hein. Et ce que tu n'avais pas évoqué, Pierre, c'est qu'on avait, on avait utilisé la bande, l'enregistrement, la maquette, là, je ne sais pas comment on appelle ça, Ouais. de Thriller de Michael Jackson, et on a fait chanter Rihanna et Jennifer Lopez là-dessus, et ça ne marche absolument pas de la Pas même du tout. façon. Alors que les paroles sont les mêmes, il y a juste une modification de la voix. Alors, est-ce que c'est parce que ce sont des femmes qui chantaient alors que l'original est chanté par un homme? Là aussi, on a ensuite essayé d'avoir Leonard Cohen pour interpréter Thriller, mais malheureusement, il est mort, comme vous le savez, et on cherche une autre voix tout à fait typée pour voir ce que ça donne lorsque c'est interprété par un mâle. Ça fait partie des expériences qu'on va essayer de réaliser en 2021. À bon entendeur. On va essayer d'être un petit peu plus rapide peut-être. Ouais. Beaucoup de questions encore. Si un zombie a envie de manger de la viande humaine dès qu'on lui en présente, est-ce possible qu'il en mange trop? Ça rejoint un petit peu. Oui, il peut manger énormément. En fait, Beaucoup, d'ailleurs, pas trop. oui, beaucoup. Jamais trop. D'ailleurs, dans un des expériences qu'on avait fait, on a fait un test de privation justement de nourriture pour voir si Schwarzenegger n'est pas terre de stress alimentaire de zombie, il était capable de manger 2 ou 3 fois plus de sa baseline, de ça qu'il mangeait d'habitude. Donc vraiment, il n'y a pas de satiété chez les zombies. Donc il peut manger, continuer. Ah, et il grossit pas. Il ne grossit pas. Et il excrète? Oui, les sécrètes, oui, les excrètes. Il est bête. Oui. Donc d'ailleurs, pue, c'est nettoyer ça c'est difficile. Voilà. Question de Solène. Le zombie attaque-t-il tous les humains ou a-t-il des préférences pour son ancien endogroupe? Par exemple, mange-t-il de préférence ses proches ou mange-t-il simplement les personnes les plus proches lors de sa transformation? Il mange tout ça qui n'importe qui. Question de Jason. Est-il possible d'offrir ses proches, qui sont malheureusement zombies, pour la recherche? Comment faire? Merci Jason. Vous nous envoyez un message et on va s'occuper de ça, ne vous inquiétez pas. On va prendre la livraison, on marche aussi en click and collect. Le problème, c'est que je me demande si ce n'est pas un piège, cette question, parce que comment est-ce qu'il pourrait offrir ses proches sans être lui-même zombie? Si ce sont ses proches, il a forcément été transformé en zombie. il est zombie. Donc il y a un problème là. À mon avis, ça vaut le coup de creuser la question. Peut-être qu'il a un don naturel pour la recherche, c'est qu'il garde. Ouais, c'est ça. zombies, Ou alors c'est un chasseur de zombies. Dans ce cas-là, il peut nous intéresser. Ouais. Contactez-nous, Jason. Contactez-nous. Alors, question de Solène. Y a-t-il un comité éthique pour la recherche sur le zombie? Non, c'est justement l'intérêt du modèle, c'est que comme ils sont morts, on n'a pas besoin de comité d'éthique. Donc ils sont morts et on fait grosso modo ce qu'on veut. Hein. C'est clair. Ça changera si on trouve une trace d'humanité, évidemment. Ah bah, dès qu'on mettra en évidence une trace d'humanité, ça va complètement changer la donne et on sera obligé de mettre sur pied un comité d'éthique. Pas seulement un comité d'éthique, mais aussi demander une autorisation d'expérimentation au niveau du ministère. Question de Philippine. Qu'en est-il de l'espérance de vie des zombies? C'est pas une espérance de vie, c'est une espérance d'animation. Et le développement de certaines maladies chez eux? Alors, pour l'espérance, je me permets de corriger, hein, moi je ne parle pas d'espérance de vie puisqu'ils sont morts, donc ils ne peuvent plus avoir d'espérance de vie. On va parler d'une espérance d'animation. Alors à l'Institut de zombiologie internationale, cette espérance d'animation est relativement courte, puisque nous réalisons un certain nombre d'expériences sur ces modèles où de temps à autre, il arrive qu'on soit obligé de prélever un morceau assez généreux du modèle et que lorsqu'on a fait ça 3-4 fois, eh bien, l'animation du modèle touche à sa fin et on donne le reste aux autres zombies qui se jettent dessus. Donc, espérance d'animation. À l'Institut de zombiologie, c'est pas très long. Je dirais qu'on les garde au plus 1 an. Mais ça, c'est pour des raisons liées au fait qu'on s'en sert en tant que modèles expérimentaux. C'est pas du tout lié au fait qu'ils arrivent au terme de leur capacité d'animation. Je suppose que si on les gardait plus longtemps, d'ailleurs c'est une idée extrêmement intéressante d'essayer de travailler sur
l'équivalent du vieillissement. Ouais, mais le problème, c'est quand même qu'il faudrait avoir une démarche écologique. La difficulté, c'est qu'un zombie en laboratoire n'a pas les mêmes chances de retrouver la nourriture, ne rencontre pas les mêmes dangers que dans la nature. Or, on va dire, la vie, enfin, plutôt la manière dont se déroule cette période d'animation dans le zombie dans la nature, on ne la connaît pas. On ne la connaît pas. La seule solution serait de faire des marquages avec des puces GPS de zombies dès leur zombification et essayer de les suivre. Mais il y a tellement de dangers dans la nature qu'on n'arrive pas à les avoir. De toute façon, on finit toujours par perdre leur puce GPS ou par se la faire bouffer par un autre. Donc vraiment, on ne sait pas. Question de Sandy. Quels sont les moyens de communication des zombies entre eux? Un langage, une langue, des gestes malgré leur motricité altérée, des études linguistiques sur leurs cris ou leurs râles? Alors langage, certainement pas. Langue, encore moins. Parce qu'ils n'ont plus les structures nerveuses, cérébrales qui leur permettraient d'utiliser une certaine symbolique pour échanger. Ça, c'est pas envisageable. Donc la langue, on l'écarte. Le langage, on n'a jamais eu au laboratoire un exemple où un zombie émettant quelque chose qui ressemble à un râle, même pas un cri, aurait eu une incidence sur ce qu'un autre zombie était en train de faire. On n'a jamais pu observer quelque chose de ce type-là. Donc probablement que communication, langage, non. Sur le plan olfactif, ce serait peut-être une piste à creuser. Mais je ne suis pas certain qu'ils aient encore toutes les structures. Ah si, quand même, ils arrivent à reconnaître l'odeur de la viande humaine. Donc, probablement que ce serait intéressant de regarder s'il n'y aurait pas un système phéromonal qui serait susceptible d'assurer une certaine communication entre les zombies. Ceci dit, le système phéromonal, il est déjà extrêmement controversé chez l'homme. Ça serait quand même étonnant. Ça serait extraordinaire, mais ça serait extraordinaire quand même de voir qu'un système qui est vestigial chez l'homme se retrouve finalement à reprendre une place prépondérante chez un individu qui a été un homme et qui a été comme système de compensation. C'est une possibilité, mais c'est une idée intéressante. Merci pour la question. Merci. Le zombie a-t-il des troubles de la personnalité? Il faudrait qu'il y ait une personnalité pour ça d'abord. Mais c'est ça, c'est compliqué. Ça serait bien d'acquérir. Les différences interindividuelles sont surtout liées sans doute à des gestes qui proviennent de la mémoire procédurale, qui sont surappris et qui sont faits de façon un peu différente. Mais à part ça, ils sont tous pareils. Hein. À part ça, pas grand-chose. Vous dites que les studios des zombies sont enrichis dans la vidéo, j'imagine. Quels sont les éléments d'enrichissement de l'environnement du zombie? Question d'Élodie. On peut mettre sur les murs parfois un petit peu de couleurs, des couleurs sur les murs. On essayait de mettre un balançoire à l'intérieur du studio, mais ça ne marchait pas. Donc il s'est essayé parfois quelques-uns de monter dessus, mais il tombait tout de suite à cause de cette mauvaise coordination motrice. Mais c'est pas exclusif. Alors il y a des espèces, alors c'est pas des nids, hein, mais c'est en fait des structures qui leur permettent de se couvrir dans quelque chose, parce que le zombie finalement dans sa vie naturelle, dans son espace naturel, a tendance quand même à se cacher. C'est intéressant de savoir pourquoi aussi, et de sortir vraiment au moment où on peut attraper des gens en toute sécurité. Donc il y a cette espèce d'attirance, d'attrait pour des recoins effectivement chez les zombies. Mais autrement, il n'y a pas grand-chose d'autre. On a essayé à un moment donné de leur mettre des fausses mains, des fausses jambes, des faux bras pour qu'ils s'amusent avec un petit peu, mais en fait ils s'énervent parce qu'ils essaient de les bouffer et ça ne marche pas, quoi. Donc c'est un enrichissement en termes d'espace, en termes de luminosité réduite, voilà. On avait aussi essayé des roues d'activité un peu naïvement par analogie avec ce qu'on fait chez les rongeurs dans les laboratoires. Mais ils n'arrêtaient pas de se cogner dedans et ils perdaient un morceau de bras, un morceau de jambe. Donc finalement, très rapidement, on a sorti ces roues d'activité des studios. Avez-vous observé un signe de conscience de soi chez les zombies? Les avez-vous déjà mises face à un miroir, par exemple? Et si oui, comment ont-ils réagi? C'est la première chose qu'on a faite, mais ils sont abîmés en passant le miroir. Donc ce n'était pas la bonne solution. D'où ces expériences compliquées sur le temps où
finalement, c'est une façon d'aller voir s'il y a une conscience de soi. À creuser donc. Vous étudiez donc des êtres humains zombies. Êtes-vous déjà tombé sur un vrai individu zombie? Demande Cristal. Je crois qu'il y a une mauvaise interprétation là, de ce qu'on fait. Hein. On ne travaille pas sur des êtres humains, on travaille sur des zombies. Et être tombé sur des zombies, ben oui, forcément, puisque c'est sur quoi on travaille dans l'Institut de zombiologie internationale. On n'a que ça. Et ce ne sont pas des êtres humains zombies, ce sont des zombies. Leur attrait pour la viande humaine est-il considéré comme une addiction? Pourquoi pas chez les humains traditionnels? On a cru au départ que c'était une addiction parce que c'est l'attirance énorme pour la chair humaine. Mais après, comme on avait testé différentes drogues qui pourraient nous indiquer si vraiment c'était une addiction que ça ne marchait pas, un petit peu, première conclusion qu'on a pour l'instant, que ce n'est pas vraiment une addiction pardon, à la chair humaine, c'est vraiment une faim, ils ont une faim assez très développée, en hyperphagie qui présente, plutôt d'une manière de compensation pour toutes ces dépenses énergétiques qu'ils ont. Et pour l'instant, on ne peut pas forcément dire que c'est une addiction à cette chair humaine. C'est vraiment un comportement d'hyperphagie pour cette chair humaine. Enfin, on va prendre la dernière question. Sachant que le caractère zombie se transmet très facilement, comme un virus, et que les effets sont très graves, ne devriez-vous pas les étudier dans un labo de niveau confinement L4? Demande Fred. Pierre, tu me réponds par rapport au côté. C'est pas des virus. C'est pas des virus. Hein. Le mode de transmission de la zombification est quand même relativement peu connu. On sait qu'effectivement, lorsqu'un être humain se fait mordre par un zombie et qu'il y survit, en tout cas temporairement, il peut se transformer en zombie. Lorsqu'il est tué par le zombie, il va se transformer immanquablement en zombie, mais on ne connaît pas encore le fonctionnement. Ça peut être un fonctionnement de type prion, mais une chose est certaine, ça ne se transmet pas par l'air, ça ne se transmet pas par le simple contact. Le mode de transmission implique de se faire mâchouiller par un zombie. Voilà. Donc pas de L4. Pas de L4. En termes de niveau de confinement, il n'y a pas de sortie du zombie, effectivement. J'ai vu passer une question, il n'y a pas répondu. Un zombie en fin de manip, on ne le relâche pas dans la nature, non. Un zombie, ça rentre, ça ne ressort pas, en tout cas, pas sur ses pattes. C'est d'ailleurs de ce point de vue-là un laboratoire qui est très respectueux de l'environnement et très écologique, puisqu'on n'a quasiment pas de déchets de modèles. Voilà. Bien, eh bien, je vous remercie. Merci à vous d'avoir répondu à toutes ces questions. Merci pour les Merci questions. à vous pour les questions. Pardon à tous ceux qui n'ont pas pu passer leurs questions. Je vous souhaite une très bonne soirée et puis je vous dis peut-être à bientôt. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir. Il y a du décalage, c'est pour ça que j'attends. Non, je pense qu'il y a des sujets intéressants qu'on peut aborder. Je pense qu'on a quelques... C'est un peu court.